Bonjour à toutes et à tous et merci à nouveau Roberta pour ce superbe cas de traitement de stress post-traumatique. C'est toujours rassurant de voir qu'il n'est pas trop tard et on n'est pas condamné à souffrir toute sa vie de choses qui ont été particulièrement impactantes. Donc je vais vous présenter comment agir face à un événement traumatique. On a vu que les situations traumatisantes sont nombreuses et variées. Évidemment, on a évoqué les cas de tremblement de terre, on a évoqué les cas des attentats. Il peut y avoir des situations qui sont bien moins spectaculaires, mais plus courantes et très impactantes aussi sur un plan individuel et collectif, notamment dans la sphère du travail. Et puis, il peut y avoir aussi des chocs plus intimes. Donc, l'exemple que Roberta a mis en avant était effectivement très spectaculaire et fort et intense. Et il peut y avoir aussi des échecs personnels, des situations d'humiliation, de trahison. Et il y a toujours, elle l'a souligné, un avant et un après, à partir duquel on ne peut plus revenir en arrière. Juste Alors, un petit peu on- avant, Olivier, pour dire qu'on n'oublie pas évidemment les événements qui ont eu lieu à Nice, bien entendu, et bien aussi sûr, à Caen. et partout, oui, et partout dans le monde, malheureusement, parce qu'il y en a partout, en fait. Alors, le stress post-traumatique, on pourrait dire que ça n'est pas automatique, hein, sans vouloir faire de mauvais esprit. 9% des personnes qui sont exposées à un événement traumatique vont développer un trouble de stress post-traumatique. Et Roberta l'a expliqué, dès lors que les tentatives d'essayer de réguler sont dysfonctionnelles, alors on peut s'installer dans ce phénomène-là. Donc, il est très important de rester vigilant auprès des personnes qui ont été soumises à ce choc. Alors, il y a trois types de désordres psychologiques. Il y a évidemment le moment de l'impact, désordre d'adaptation qui est très brutal et qui se transforme très vite en stress aigu. Cette période de stress aigu va durer à peu près 4 semaines et ça va être une période où on va être complètement perturbé et complètement désorienté dans sa relation à soi-même. On va être submergé par de nouvelles émotions qu'on ne va pas toujours forcément trouver légitimes. On va être perturbé dans sa relation avec les autres. On va pouvoir se sentir décalé ou on va trouver les autres bizarres dans leurs réactions ou inquiétantes. Et puis aussi par rapport au monde ou à son environnement qu'on va trouver un peu compliqué ou menaçant, comme par exemple prendre le métro qui est très anxiogène dans le cadre des attentats, ou d'essayer de retrouver un toit quand évidemment toute sa maison a été est disparue. Et donc, si ces façons de gérer ne permettent pas de s'apaiser en fait au cours des 4 semaines, alors apparaissent en fait les symptômes du stress post-traumatique. Ces symptômes ne sont pas forcément un problème psychologique, mais vraiment une perturbation naturelle et une régulation qui ne se fait plus de manière fonctionnelle. L'être humain est programmé pour faire face même au pire traumatisme. On en a plein d'exemples, mais on a aussi des exemples où il est très très difficile de sortir de situations. Alors, que se passe-t-il après un choc, qu'on soit rescapé, endeuillé, agressé en fait au plus intime de soi-même? Eh bien, il va y avoir le choc produit en fait du désordre et ce désordre va prendre la forme d'un désarroi et de confusion. Alors, ils peuvent se mêler des manifestations émotionnelles très, très fortes et très intenses, une tristesse qui va être très forte, qui va submerger, une peur envahissante qui va soit figer ou soit qu'on n'arrive pas à maîtriser, une colère qui va dominer et qui se met à transpirer dans tous les rapports qu'on peut avoir avec les autres, en étant irritable, en étant agressif. Et donc l'état de confusion peut être également très fort. Il peut l'être encore plus si c'est la première fois qu'on est confronté à ce genre de situation traumatique. Et la confusion prend souvent prend souvent la recherche d'une tentative de contrôle qui va essayer de trouver du sens. En fait, pourquoi suis-je dans cet état? Pourquoi cet événement? Pourquoi je m'en suis sorti? Pourquoi je dois traverser, je dois subir cet événement? Quel est le sens de la vie? Etc. Donc il y a une culpabilité qui va prendre place, qui paraît irrationnelle, avec des doutes existentiels qui vont s'installer avec une impression de perte de sens très fort et très douloureux. Euh, Alors,
Voilà. Donc, ce que nous observons dans les réactions individuelles, en fait, hein, c'est ce que nous observons quand des réactions, pardon, individuelles et collectives semblent ne pas être appropriées, peut être traduite en trois grandes catégories de façons de réagir. D'abord, on va repérer chez soi, même si on est impacté, ou chez les autres, des symptômes qui vont être jugés invalidants ou démesurément inappropriés. Et là, on va tenter d'agir très vite dessus. On va s'efforcer, par exemple, avec urgence, insistance, à reprendre le dessus, ou on va imposer des conseils à quelqu'un qui va mal, de prendre du recul, par exemple, ou d'essayer de se changer les idées ou de se reposer, mais c'est trop vite. Et ça produit une fragilisation encore plus grande. Et les effets de cette fragilisation, dans le temps, peuvent conduire à des décisions plutôt radicales si on pense au contexte de travail, notamment, qui peuvent se traduire par de la mobilité ou de la séparation, avec un collaborateur qui va se révéler particulièrement fragile et on ne va pas imaginer qu'on puisse continuer avec lui comme ça. Face à ces mêmes symptômes, il peut y avoir une réaction opposée qui consisterait là plutôt à attendre sans intervenir, à se mettre en retrait et à adopter une conduite d'évitement. La conséquence étant alors de faire pourrir la situation, et puis avec les mêmes résultats hein, de fragilisation et de réaction radicale. Et puis il y a une troisième voie, une troisième tentative, tout autant dysfonctionnelle qui serait entre les deux, où on consistera à ne pas agir trop vite ni trop attendre, mais avoir tendance à rationaliser les symptômes qui sont des symptômes spontanés en les raisonnant et puis à être confronté à une inefficacité hein, parce que la personne ne peut pas y faire face de cette façon rationnelle et là on renonce et finalement on obtient les mêmes effets. Alors les consultations que nous menons hein, dans ces situations ont pour objectif d'offrir un cadre d'action psychologique hein, qui va favoriser évidemment le processus de résilience. Alors, la première chose la première chose utile en fait hein, face à quelqu'un qui va être confronté en fait, à cette situation de choc traumatique, c'est de l'aider à apprivoiser le trauma, ce qui n'est pas la façon la plus simple comme l'a explicité Roberta, puisque sa première réaction c'est justement de vouloir l'éviter. Donc c'est une blessure qui se transforme qui se forme pardon avec la brutalité des faits qu'on ne pouvait pas imaginer, qui nous surprennent, qui sont effroyablement violents, qui vont assombrir le présent et bien sûr l'avenir, et on va voilà, les amener à faire face en fait hein, à cette chose inéluctable en fait qui est le traumatisme. Et puis ensuite, il va être important de normaliser le trauma et toutes les réactions qu'on va avoir. Donc il est normal d'être mal. Hein. Seul finalement l'événement est anormal dans sa brutalité. Dans le cas extrême d'attentat, d'accident ou de tremblement de terre, ou même d'événements traumatiques individuels, ce type d'événement va présenter quelque chose qui va être révoltant ou un aspect immoral et on est face à sa propre condition humaine très démuni par rapport à ça. Donc toutes les réactions vont pouvoir s'exprimer en fait. Hein. Et surtout de voir l'avenir en noir, puisque de toute façon on ne l'envisage qu'avec les yeux du présent qui sont très, très abîmés. Alors, les réactions sont très différentes. Et donc, comme je l'ai dit au slide précédent, effectivement, comme toutes les réactions sont normales, il est normal d'être mal, mais il est souvent assez précieux aussi de rappeler qu'il n'est pas anormal de ne pas être mal, puisque parfois, les gens réagissent de manière très, très radicale aussi, sans être affectés, sans ressentir cette affectation. Et donc toutes les réactions sont différentes et ont leur place en fait. Il convient d'apporter des réponses aux réactions qui sont spécifiques. Certains ont besoin de parler beaucoup, certains non. Certains trouvent qu'on en fait trop, certains trouvent qu'on n'en fait pas assez, et certains ont besoin de reprendre le travail, d'autres préfèrent rester chez eux et cocooner. Il n'y a pas de règle en la matière.
Et c'est très important que les gens qui sont confrontés à toutes ces réactions qui les traversent l'entendent en fait et puissent pouvoir se calibrer par rapport à toutes ces possibilités. En général, plus on est ébranlé, plus on a besoin de réconfort et ce besoin peut prendre évidemment différentes formes. Alors, comment faire dans son attitude relationnelle sans communication si l'on veut protéger les gens et les recueillir avec être accueillant plutôt et tout en étant ferme dans la façon dont on va agir avec eux. Donc si on veut les protéger, il faut faire attention de ne pas les surprotéger parce que cela étoufferait en fait l'autonomie dont ils ont besoin et qui est très précieuse pour faire face en fait, hein, durablement et pour reprendre le dessus. Parfois, avec les meilleures intentions, on peut produire les pires effets et donc à vouloir surprotéger la personne qui a été choquée, on peut l'empêcher d'accéder à son processus de rétablissement. Alors, parmi toutes les façons d'agir, on peut offrir du réconfort évidemment par une écoute, par une présence bienveillante. On peut se focaliser sur les réactions et sur les sentiments et surtout, plutôt que sur tous les détails de l'histoire, et d'être attentif en fait à la façon dont les gens réagissent. On peut les encourager, notamment à retourner à l'activité professionnelle, hein, parce que le travail est un facteur de santé et se remettre en action permet aussi de se mettre en mouvement. Et puis évidemment de prévoir, des espaces de détente qui vont permettre aussi de s'ajuster au rythme dont ils ont besoin. Alors, il est important d'observer, et là, c'est un conseil que l'on donne évidemment aussi plus particulièrement dans l'entreprise, mais aussi à les gens de l'entourage qu'on peut rencontrer si les personnes ont été particulièrement choquées, d'être vraiment très attentif et d'observer tous les changements de comportement et d'attitude qui vont démontrer une fragilité qui va s'installer avec le temps et qui va et qui peut augmenter même avec le temps. Et ça, c'est un signe très important que la manière dont la personne va réguler en fait son stress va être dysfonctionnelle et va le conduire plutôt vers une difficulté de nature post-traumatique. Donc, face à la persistance des symptômes préoccupants, eh bien évidemment, c'est important d'inciter les gens vers des consultations psychologiques. Une des façons de normaliser tout ça est évidemment de dire qu'on n'est pas condamné en fait à vivre toujours avec ce traumatisme, ce qui peut être d'ailleurs une croyance de celui qui a été frappé par la difficulté. Alors, quand on doit faire face en fait aux effets du trauma, qu'on le vive dans sa chair, hein, ou qu'on le gère dans son métier ou par solidarité, parce qu'on est impliqué aussi dans son entourage, on fait en fait l'expérience d'une vulnérabilité extrême en fait. Et tout le monde est touché par cette extrême vulnérabilité. Et donc, ce qui est très important, c'est de prendre soin de soi. Ça nous paraît être effectivement un impératif éthique. Et c'est le premier acte, on pourrait dire, hein, de force, de se confronter à sa propre vulnérabilité et de pouvoir recommencer à marcher autrement et de se réajuster dans sa relation à soi, dans sa relation aux autres et dans sa relation au monde sur ce chemin. Voilà. Et donc, par rapport à ces situations, pour finir, face à une crise traumatique, hein, les réponses que nous apportons pour faire face à ces situations quand les clients nous contactent en fait pour ça, nous allons mettre en place un diagnostic opératoire avec la direction où seront précisés l'enjeu des dispositifs et du coup la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif visé, la communication la plus stratégique pour gérer la crise et ensuite des éducations sur les attitudes relationnelles à adopter, les plus appropriées face à la situation de l'entreprise telle qu'elle le rencontre. Et ensuite,
d'action psychologique, soit par téléphone, soit en permanence sur site, et puis des ateliers d'accompagnement. Et sur ce sujet, il me semble que Claude va pouvoir peut-être l'illustrer encore plus nettement, puisqu'elle est directement touchée et impliquée aujourd'hui même en intervention dans ce type de cadre. Voilà.